Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va donc être un bilan lecture. J'en suis arrivée à 6 lectures, donc c'est parfait pour moi pour vous proposer un bilan lecture. Je passe en ce moment d'excellents moments de lecture. J'ai franchement pas de mauvaises lectures, je passe vraiment de très très bons moments en ce moment. J'ai repris un rythme qui me plaît bien et voilà, je suis contente aujourd'hui de vous parler de tout ça. Donc, tout d'abord, j'ai enfin lu le tome 2 du Ça, voilà, vous le savez, hein, sur le groupe un king par mois ensemble. Ben, tout est dit hein, dans le titre de toute manière. Donc, sur ce groupe Facebook, on se lit un king tous ensemble par mois. Donc, au mois d'août, nous avions lu le tome 1 du Ça et donc là, en septembre, nous avons lu le tome 2 du Ça qui a été pour moi une lecture incroyable. Alors je sais pas si c'est judicieux de comparer le tome 1 au tome 2 vu qu'à la base, c'est une histoire en continuité, hein. Ça a été divisé en 2 pour des histoires de maisons d'édition, mais à la base, voilà, toute l'histoire est continue. Mais si on compare quand même, moi, je me suis beaucoup plus régalée dans ce tome 2. Voilà, tout est mis en place et tout commence. Le face-à-face entre notre club des ratés face aux méchants, ça démarre là pour une montée en puissance et une scène finale apocalyptique. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce tome-là. Il se passe quelque chose, page 133 pour ceux qui l'ont, ouais, j'ai mis plein de post-it à cette page-là. En fait, ce qui passe, c'est que page 133, Stephen King décide de fournir une explication du comment cette fameuse entité du mal, le Ça, est arrivée sur Terre, s'est enfuie sous sous terre, sous la ville de Derry, etc. Et j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré le fait. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? Rien. Je crois que c'était quelque chose. J'ai adoré le fait que Stephen King nous propose une explication au ça. Ça, j'ai adoré. Ça a rendu. Alors, rationnel, tout est relatif, mais le fait que Stephen King propose une explication à son côté fantastique à lui, ça a été pour moi une révélation. Il devrait le faire plus souvent. J'ai adoré, voilà, qu'il nous propose une explication et après, de la page 133 à la fin, 630, je l'ai dévoré. J'ai adoré retrouver le club des ratés. J'ai adoré quand Mike rejoint le club. J'ai tout aimé, l'évolution des personnages, cet énorme jeu passé-présent, notamment sur les 200 dernières pages, quand on alterne nos 8 jeunes quand ils ont 12 ans face au ça et une fois adultes face au ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on les retrouve comme ça. J'ai adoré cette alternance. Et voilà, ça a été vraiment du pur régal. Je ne vais pas rester 3 heures là-dessus. Voilà, je pense que les gros fans du King l'ont déjà lu. Moi, je suis vraiment contente de l'avoir enfin lu parce que je pense que ça reste un des fondamentaux de King qu'il faut peut-être avoir lu. Alors, il prend pas la place de mon préféré. Moi, ça reste Cimetière. Mon préféré, il y a rien à faire. Parce que pour moi, dans Cimetière, il y a tout. Voilà, dans Cimetière, il y a absolument tout. La quintessence du talent de Stephen King. Même là, remarque, là aussi, mais ah voilà, Cimetière, c'est vraiment mon chouchou. Mais honnêtement, là, j'ai vraiment adoré. Je vous cache pas qu'à la fin du tome 1, j'avais un petit peu peur, mais là, le tome 2, pour moi, vraiment complète bien le truc et voilà, ça a été un pur régal que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, donc, complètement autre chose, je suis partie donc dans le dernier roman d'Emma Donoghue, Le Pavillon des combattantes. C'est sorti chez Presse de la Cité, que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai dévoré les 350 pages de ce roman. Je me souviens, en une après-midi, en une complète apnée. Je l'ai lu en apnée. Ben parce que je sais pas, le huis clos, j'aime bien le lire d'une traite, en apnée comme ça, dans une espèce de chape. Et je me suis régalée. On est donc pendant la Première Guerre mondiale. On est en Irlande, à Dublin. Et on va suivre Julia.
qui est une infirmière qui travaille, dans le petit pavillon, de la petite maternité, en fait, une petite maternité, enfin plutôt obstétrique, c'est-à-dire que, c'est, avant la naissance des enfants et le pays, comme beaucoup de pays, européens à ce moment-là, est en train de subir une énorme épidémie de grippe. On suppose que c'est la grippe espagnole, qui est vraiment ultra foudroyante et en plus, beh, quand vous êtes enceinte, hein, ça craint encore plus. Mais voilà, il y a tellement de monde dans les hôpitaux que, la on remet un peu au rebut là, ce truc de maternité des femmes enceintes et du coup, elles ont droit qu'à une toute petite section, mais vraiment une pièce rikiki où il y a juste 3 lits et d'ailleurs, à chaque fois qu'on suit, Julia, elle a 3 patientes à chaque fois, 3 femmes enceintes. Donc voilà, on va être avec Julia pendant toutes ces journées enfermées dans cette petite pièce à s'occuper de ces 3 femmes enceintes et ayant la grippe et j'ai beaucoup aimé. Emma Donoghue, elle est vraiment forte pour créer comme ça un sentiment un peu, claustrophobique du huis clos. Elle est vraiment forte pour ça. Mais en plus, là, avec le poids de l'histoire, vraiment très présent ce côté, pas forcément la Deuxième Guerre mondiale, plus le côté grippe, le côté épidémie, hein. Je pense que, face à ce qu'on a vécu nous là depuis 2 ans, Emma Donoghue a décidé de montrer, bah, que c'est pas la première fois qu'on subissait ça, hein. Là, c'est pareil, il y avait énormément, je vais peut-être vous montrer, dans les rues, voilà, vous aviez, des messages comme ça dans les rues, assez, anxiogènes aussi, hein, comme ce qu'on a vécu nous. Et voilà, ça a montré tous les dégâts et que, cette grippe a fait plus de morts que, la guerre en elle-même, hein, la guerre, voilà. Et voilà, je pense que c'est ce qu'elle a voulu montrer Emma, Donoghue et qu'à travers cette épidémie, beh, tous les dommages collatéraux qu'il y a eu et là, notamment donc sur ces femmes enceintes. Puis c'est bien, on a eu plusieurs visions. On a eu, quand ça se passait mal, parfois ça se passait bien. Tous les retentissements que ça a eu sur la vie de ces soignants, comment voilà, la négation de tous ces soignants aussi. Je pense qu'Emma Donoghue, elle a voulu faire un hommage à tout ce corps médical, qui se donnait à fond autant que les soldats, hein, sur le front, hein. Vraiment, ils étaient vraiment eux aussi au front et voilà, c'était très beau. Le personnage de Julia est très intéressant. Il y a un autre personnage aussi que j'ai adoré, je vais plus me savoir son nom. Hem une jeune prétendante infirmière aussi. Voilà, j'ai adoré, vraiment, j'ai passé un excellent moment, c'était très fort, c'était très intéressant, je vous le dis, d'un point de vue historique, mais vraiment aussi d'un point de vue, lecture simple, on va dire, voilà, j'ai pris vraiment un bon plaisir de lecture avec ce roman historique, médical historique, je ne sais pas trop où le placer, mais huis clos quand même, voilà, le sentiment de huis clos est vraiment très présent et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, ouh là là, complètement autre en fait, j'ai mélangé, hein, je les ai pas forcément lus dans cet ordre-là, mais voilà, je les mélange un petit peu. J'ai donc lu le dernier, je pense que vous l'avez pas vu en book haul. Après, je profite de parler de ça. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne sais pas si je vais continuer à proposer des book hauls ici sur la chaîne parce que je vous montre déjà énormément mes réceptions sur Insta. Alors, je sais que vous, là, qui êtes sur YouTube, vous ne me suivez pas forcément sur Insta. Mais voilà, je vous les montre déjà en long et en travers quand je les reçois sur Insta. Je vous les remontre au moment où je les lis sur Insta. Donc voilà, je ne sais pas si ça serait très pertinent de vous reproposer un book haul sur YouTube. Bon, dites-moi en commentaire, on ne sait jamais. Bref, toujours est-il que j'ai donc reçu et aussitôt lu le nouveau Bernard Werber, La prophétie des abeilles, c'est chez Albin Michel. C'est encore un gros bébé, hein, un gros bébé de presque 600 pages. Et que dire d'autre que Bernard Werber a fait du Bernard Werber. Moi, il a complètement été dans ce que j'attendais de lui. Du coup, j'ai pas été forcément très surprise, mais je peux pas lui en vouloir d'être parti là où on l'attend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Donc attention, on est quand même alors c'est pas
forcément un tome 2, mais sachez qu'on retrouve les personnages de son roman préféré, donc La boîte de Pandore. On retrouve les personnages de René et Opale qui s'étaient rencontrés donc dans la boîte de Pandore, dans lequel René, lors d'un spectacle qu'il va voir d'hypnose, il rencontre l'hypnotiseuse Opale qui va lui apprendre à faire de l'auto-hypnose. Et grâce à l'auto-hypnose, donc là, bon, ben, comme souvent avec Bernard Werber, il faut ouvrir en gros ses chakras de l'imaginaire. Grâce à l'auto-hypnose, René va pouvoir, voilà, il s'imagine en auto-hypnose, il descend un escalier en hypnose, il voit des portes et il faut qu'il imagine une date sur cette porte. Et du coup, ça l'emmène, ça lui fait faire des voyages dans le temps, tout simplement, à travers ces portes. Voilà, par exemple, là, il veut aller en 1000. Le roman commence, il est en 1000. Il est en 1099. Eh ben, il s'imagine en auto-hypnose descendre un escalier, voir une porte. Il imagine qui est marqué 1099 et René se retrouve en 1099 dans le corps de. Voilà, c'est aussi un truc comment ça s'appelle le fait d'être dans un autre corps. Ah, je vais plus me rappeler le mot. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faut vraiment bien ouvrir ses chakras de l'imagination. Bref, Bernard Werber s'est dit attends. Dans la boîte de Pandore, j'ai créé ce personnage-là qui peut voyager dans le temps. Je vais garder cette thématique du voyage dans le temps et proposer à travers ce voyage dans le temps la thématique aussi un petit peu écologique autour de la probable disparition des abeilles qui serait absolument catastrophique pour l'être humain puisque je rappelle que Albert Einstein avait dit si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Parce que voilà, les abeilles sont responsables de 80% de la pollinisation des végétaux. Donc 80% des végétaux, ça nourrit 80% des animaux. Voilà, ce serait catastrophique, plus l'eau. Bon bref, ce serait catastrophique. Et le roman commence où on assiste donc à un spectacle, une femme qui va... voilà, René va proposer aux gens d'aller vers leur futur moi à eux. Et justement, une de ses... pas patientes, une des femmes qui participent va voir la vision donc de la planète qui est en train de crever justement à cause de la disparition des abeilles. Donc on va partir comme ça dans une course-poursuite à travers le temps pour essayer de sauver l'avenir. Et on va beaucoup parler, il va être beaucoup question des Templiers. Voilà, à travers cette histoire des abeilles, on va surtout parler de comment est né ce groupuscule des Templiers, à quoi ils ont servi, leur utilité, comment ils ont énormément agi finalement un petit peu comme ça en secret. euh, la plupart du temps pour le bien de tous, on va dire. Bon, ils ont fait aussi des choses pas très nettes, mais voilà, ils ont œuvré quand même pour le bien de l'humanité. Et donc voilà, on va partir comme ça dans une énorme, comme le fait bien Bernard Weber, une énorme aventure spatio-temporelle à travers de réels. Je vais vous montrer, vous savez comment fonctionne Bernard Werber. Quand tout à coup vous voyez comme ça du texte en gras, c'est qu'il parle, voilà, là par exemple, il parle du règne du roi Cyrus. Il parle vraiment de vrais faits historiques. C'est sa manière à lui de faire, Bernard Werber. Il va mêler sa fiction à de vrais faits historiques. Donc voilà, une sauce qui prend ou qui prend pas. Honnêtement, si vous aimez cette façon de faire de Bernard Werber, vous kifferez ce roman-là. J'ai passé vraiment un moment hyper divertissant. Je suis pas sûre que j'en retiendrai, voilà, que dans un mois, j'en retiendrai encore beaucoup de choses. Mais je crois que le job de Bernard Werber, c'est vraiment de proposer une espèce d'évasion totale, déconnexion totale, voyage dans le temps, découverte de beaucoup de personnages. C'est très simple à lire. Ça, voilà, il a une manière à lui très très simple d'amener. Il se prend pas trop la tête pour la connexion entre les personnages, leurs relations. C'est très simple, Bernard Werber. Honnêtement, ça se lit très facilement. C'est juste que vous rentrez dans son trip ou pas. Voilà. Moi, une fois que je me suis dit, bon, ok, il a choisi l'hypnose pour faire le voyage dans le temps, pourquoi pas, après tout. Allez, une fois que tu as accepté ça, tu pars dans l'aventure. Et voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment, très divertissant.
On va être honnête, si vous aimez pas ce que propose Bernard Werber d'habitude, ça le fera pas. Clairement, ça le fera pas. Il est vraiment resté dans ce qu'il fait de bien. Je regrette un peu qu'il, je sais pas, qu'il tente pas parfois autre chose pour un petit peu nous surprendre. Après, est-ce qu'on peut regretter qu'un auteur ne change pas une façon de faire qui marche, hein, finalement, hein, c'est sa façon de faire à lui. Donc voilà, c'est un peu complexe, mais voilà, moi je veux passer un bon moment, tranquille, très divertissant. Et, et voilà, si vous aimez Bernard Werber, franchement, voilà, ça le fera grave. Ensuite, complètement autre chose, je suis partie dans un roman contemporain qui va être un témoignage, je sais pas comment, je sais pas trop la différence entre autobiographie et témoignage. On va plutôt rester sur le terme de témoignage. Donc, il s'agit du petit roman, puisqu'il fait un roman, non, petit témoignage de 200 pages de Dorothée Caratini, c'est ça. Ça s'appelle Traverser la foule, c'est aux éditions Bouquin. Et waouh, ce roman, ça a été quand même une petite claque. Honnêtement, la force de la plume de Dorothée, la force des mots, la punchline de certains mots, la façon de faire. Il y a des paragraphes entiers qui m'ont scotché. Donc, dans ce roman, l'autrice Dorothée va nous parler un sujet peut-être, je pense, un petit peu tabou. Donc, elle va nous parler du suicide de son mari. Voilà, un matin, alors qu'elle était avec ses 2 filles, elles étaient petites, hein, la dernière était vraiment très petite, elle avait 2 mois. La grande avait 2-3 ans. Elle revient, heureusement, ses filles n'étaient pas là. Elle revient c'est début décembre à peu près. Elle commence ses achats de Noël. Elle rentre chez elle et elle trouve au milieu du salon son mari qui s'est pendu avec son matériel d'escalade. Et donc, Dorothée va nous raconter avec ses mots, ce moment précis. Elle va nous parler aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, de l'avant. Comment elle a rencontré son mari, comment ils ont décidé d'avoir des enfants, comment ils ont vécu leur vie de couple, etc. Elle va parler du moment, évidemment, ce moment atroce où elle découvre son mari, comment elle a réagi, les jours qui ont suivi, comment la famille a réagi, les amis, etc. Euh, Elle va pas trop insister sur les suppositions du pourquoi, du comment son mari a fait ça. Je pense que là, par contre, c'est de l'ordre de l'intime. Mais voilà, elle va exposer à travers ses mots tout ce que elle a ressenti en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en plus étant maman d'une petite fille handicapée, parce que sa grande est handicapée, elle a notamment des problèmes de vision. Je crois qu'elle est même carrément aveugle, il me semble. Donc voilà, très compliqué. Et ce papa qui décide donc de se suicider, de la laisser seule avec ses deux petites filles. Donc voilà, avec ces mots, on nous raconte tout ça, ce cataclysme. Et puis après, ben, la reconstruction, hein, pour elle-même et pour ses filles, pour continuer à vivre malgré tout. Et j'ai bien aimé toutes les phases. En fait, je vous dis, il y a eu le passé, l'instant T, le moment, comment elle reconstruit. Et j'ai adoré, elle imagine 2050, je crois, à un moment donné. On est en 2050. Euh, Ouais, elle imagine comment sera la vie en 2055. Voilà, comment elle a continué à vivre avec ça, comment ses filles ont grandi avec ça, avec quand même le poids de ce passé, comment elles s'en sont peut-être un petit peu libérées. Et voilà, je pense que ce roman a été une véritable catharsis, hein, pour l'autrice. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau, moi en tant que femme, évidemment, en tant qu'épouse aussi, et en tant que maman, je ne peux que me retrouver dans tous les mots qu'a dit l'autrice. C'est un... Ouf, j'ai l'impression qu'elle a vidé sa plume, quoi. Qu'elle a vraiment vidé sa plume. Elle a arraché ses 200 pages d'un coup et elle a explosé et elle a tout raconté, tout ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Alors, faut vraiment aimer quand même les textes très introspectifs, hein, évidemment.
oui, elle narre un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est surtout de l'introspection, c'est surtout ses pensées. Voilà, c'est surtout ses pensées à elle, faut vraiment aimer ça. Mais voilà, j'ai trouvé la plume transcendante, vraiment la force des mots et je sais pas si Dorothée, Caratini tombera sur cette vidéo, mais mon Dieu, j'espère qu'elle va continuer à écrire, hein. Je pense qu'elle, moi voilà, je la considère maintenant comme une autrice, hein, auteure, autrice, je sais jamais qu'est-ce que les auteurs, aiment comme mot. J'espère vraiment qu'elle va continuer à écrire, à nous proposer maintenant, des histoires parce qu'avec cette plume-là, si elle part dans le roman noir, comment vous dire que moi je vais, voilà, vraiment une autrice que je vais suivre de très, très près et je ne peux que vous recommander son témoignage. C'est pas évident, sa retranscription de ce elle a ressenti pendant tous ces moments-là. Voilà, ça a été d'une fulgurance. Pareil, je l'ai lu en apnée. J'ai lu vraiment les 200 pages sans lever une seule fois le nez du bouquin. Honnêtement, je l'ai lu d'une traite comme je l'imagine elle, qu'elle a tout mis comme ça d'une traite sur ces pages blanches et j'en suis ressortie plutôt rincée et je vous cache pas que j'ai eu la larme aux nette quelques fois. Je sais pas, je pense pas honnêtement que c'était le but de l'autrice de faire quelque chose de larmoyant. C'est juste, voilà, qu'elle a voulu retranscrire tout ce qu'elle a vécu, elle, à ce moment-là. Je répète, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que veuve aussi. Et, et voilà, c'était fulgurant. J'ai adoré. Ensuite, complètement autre chose. Ah ouais, moi, c'est la valse des genres ici, hein. Je suis partie vers le nouveau thriller de monsieur Nicolas Beuglet, Le Passager sans visage. C'est chez XO Éditions. Et on va être donc avec la suite du dernier message de Nicolas Beuglet. Alors attention, là par contre, c'est un véritable tome 2. Autant pour le Bernard Werber, ça allait, autant là, honnêtement, on est vraiment dans la suite directe du dernier message. Vous y perdrez vraiment, vraiment beaucoup à lire ce tome 2 sans avoir lu le tome 1 parce que dans ce tome 1, le dernier message, on rencontrait l'inspectrice Grace Campbell. Ce roman se passe en Écosse. Donc, elle est inspectrice en Écosse. Dans le tome 1, on la rencontre. Voilà, je ne vais pas reparler de l'intrigue du tome 1, même si... non, mais non, je peux pas, parce qu'on en reparle là. Bref, juste, dans le tome 1, au-delà de l'enquête, on apprend des choses sur la vie personnelle de Grace, et notamment que dans sa maison, il y a au fond du couloir de sa maison une porte qu'elle a fermée avec un rideau, qu'elle n'ose pas ouvrir. Elle a caché la clé dans le tiroir de sa table de nuit. Et on sent que derrière cette porte, il y a le lourd passé de Grace. Elle n'ose pas. Voilà. On en parle déjà un petit peu dans le dernier message. Et donc, le passager sans visage commence où Grace. Grace va recevoir une lettre anonyme qu'on va glisser sous le perron de sa porte. Et voilà, je ne sais plus très bien ce qu'a marqué sur cette porte. Oui, un truc par rapport à son passé. Et cette lettre va la forcer à aller ouvrir cette fameuse porte. Donc, je ne vous spoil pas, hein, la page 5. Voilà, dès la page 5, ça y est, elle ouvre cette porte. J'ai adoré ça d'ailleurs, que l'auteur, il n'a pas joué sur 200 pages. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, vous le saurez. Non, non. Allez, c'est dit, bim, je pense que mes lecteurs attendent ça. Allez, page 5, on y va, on ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et j'ai surkiffé. J'ai adoré donc déjà le fait qu'il ne fasse pas patienter 10 ans. On va direct derrière cette porte. Et j'ai adoré parce que derrière cette porte, il aurait pu partir dans des trucs très what the fuck, abracadabra. Non, non, c'est resté finalement, enfin simple. Tout est relatif. Mais c'est resté plutôt quelque chose de classique, de sobre. C'est pas évident non plus, mais de plutôt très réaliste qui colle bien à l'histoire de Grace. Et du coup, avec ce qu'on apprend ce qu'il y a derrière cette porte, plus la lettre anonyme qu'elle a reçue, on va partir comme ça sur le passé de Grace. Donc tout ce roman est en fait une enquête sur le passé de Grace qui a vécu quelque chose quand elle était petite. Voilà, on va reparler de ça. Et j'ai
adoré, j'ai surkiffé. Je me demande si je l'ai pas préféré d'ailleurs au dernier message. Ben moi, vous le savez, j'aime bien quand, déjà quand tu as une bonne enquête, mais quand on rentre comme ça dans l'intimité de l'enquêteur, j'adore ça. Là, en plus, ça tient bien la route. C'est très intriguant. Il y a du suspense de ouf. Il y a des petits cliffhangers à chaque fin de chapitre. J'ai adoré ça. Ça s'est transformé en un page turner incroyable. J'ai dévoré. Après, il n'est pas très long. Il fait 360 pages. J'ai aussi dévoré les 360 pages en apnée. Je suis contente parce que j'arrive en ce moment à vraiment rentrer dans les lectures, à y rester, à rester voilà 3-4 heures sur un bouquin, à le lire en apnée, à plus trop aller sur mon téléphone. Ça aussi, je suis contente. J'arrive à un peu couper et voilà, rester 3 heures, 4 heures en apnée totale dans le bouquin. C'est ce qu'il fallait aussi, je pense, avec celui-là. Page turner incroyable, j'ai tout bouffé. La deuxième moitié de ce roman est complètement tournée autour de choses qui sont arrivées là. Alors, clairement, mais vraiment, on est, je répète, dans un vrai tome 2. Et voilà, on va repartir dans ces thématiques très intéressantes qu'on avait déjà abordées dans le dernier message. J'ai adoré, voilà, Nicolas Beuglet, c'est du move, c'est du rythme, c'est le très bon équilibre entre action, réflexion. J'adore ça chez lui. Il part beaucoup comme ça dans des gros faits de société actuelle que l'on est en train de vivre. Bah tiens, je parlais de la dépendance tout à l'heure aux réseaux sociaux, internet, voilà, c'est abordé aussi dans ses romans. Voilà, j'adore ça, j'adore vraiment ce qu'il propose. Je me suis régalée. Il y a évidemment après l'attachement à Grace hein, qui vient depuis le dernier message. Et donc voilà, alors si vous avez lu et adoré le dernier message, n'attendez pas, foncez. Foncez, ça va être comme moi, de la pure régalade. N'hésitez pas, si vous voulez le découvrir, euh, je pense qu'il faut vraiment. C'est très rare que je dise ça, hein, mais pour moi, c'est indispensable d'avoir lu le dernier message pour vraiment apprécier le passage en visage. Après, c'est toujours faisable évidemment, mais vous y perdrez beaucoup, 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 honnêtement. Donc voilà, un tome 2, je crois que c'est rare, il paraît, de plus kiffer le tome 2 que le tome 1, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai surkiffé et je ne peux que vous le conseiller. Après, voilà, Nicolas Beuglet, parfois, ses aventures un peu, ça se transforme un peu en James Bond. C'est parfois un peu, alors, un peu rocambolesque. Voilà, c'est un peu rocambolesque. Ça me fait parfois penser à du Sébastien Fitzek. C'est un peu parfois, voilà, du gros rocambolesque à la James Bond. Mais ça passe parce que le personnage de Grace, il est vraiment attachant. Tout ce qu'elle vit dans ce roman-là, c'est incroyable. Et j'ai adoré son passé, ce qu'elle va apprendre, ce qu'elle va chercher à comprendre. Et j'ai adoré aussi dans ce roman. Putain, c'est vrai, j'avais complètement oublié tout ce truc-là. On va partir. J'ai adoré ça aussi. Il part sur un vrai. Alors, à la base, je pense que c'est un conte, mais ce conte, il est parti d'un vrai fait divers. Alors, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire parce qu'on l'apprend quand même sur le tard, à partir de la moitié. Mais j'aime bien aussi ce truc-là qui soit parti d'un vrai conte, d'un vrai. Pas une légende urbaine, mais un vrai conte d'un pays. On est en Allemagne. Voilà, je vais pas vous dire c'est quoi le conte, mais c'est tiré d'une histoire vraie autour voilà, de disparition d'enfants. J'ai adoré ça, cette relation entre contes et que finalement beaucoup de contes partent de vraies choses et j'ai adoré ça et waouh, ça a été un kiff cette lecture. Honnêtement, je me suis régalée. Alors, c'est pas une claque, c'est pas le coup de poing. Voilà, je vais pas vous dire, waouh, c'est la lecture indispensable de l'année. Parce que j'ai pas été non plus, méga surprise, voilà, je suis pas tombée le cul de ma chaise parce que, je sais ce que propose Nicolas Beuglet. Je commence aussi maintenant à comprendre à peu près, la recette de ses romans, donc j'ai pas été surprise. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait bien, ce qu'il nous propose. Il le fait vraiment très bien et pour moi quand même un auteur qui monte un peu en puissance dans ce qu'il propose et voilà, j'ai vraiment surkiffé, même si mon préféré ça reste Complot. Ah, parce que dans Complot, la thématique dans laquelle il va partir, elle est tellement, tellement méga importante.
voilà, je ne peux que vous conseiller Complot. Mais là, voilà, je me suis vraiment régalée. Un très, très bon moment de lecture. Je vous dis, je l'ai lu en 4-5 heures en apnée totale et voilà, franchement, je me régale en ce moment, dans mes lectures. Honnêtement, je pense que ça vient du fait aussi, je vous le disais tout à l'heure, j'arrive un peu plus en ce moment à décrocher du téléphone. Vraiment, je le pose loin de moi quand je lis et c'est peut-être con, mais le fait de pendant 2-3 heures à réussir à ne pas avoir cette troisième main là, hein, voilà, qui nous fait des tendinites au pouce, et ben, voilà, on est plus centré, plus à fond dans nos lectures et moi, franchement, en ce moment, depuis que je fais ça, je me régale. Ça a été aussi le cas. Ah là là, quelle découverte encore. Là, par contre, je pense que je vais peut-être employer le mot coup de cœur parce que vraiment, ça a été surtout voilà, une énorme découverte. Je suis donc partie vers du thriller espagnol. Enfin, thriller. Je vais revenir sur le mot. Donc, je suis partie chez Arrocens de la Mazza, donc un espagnol docile chez Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Alors, tome 3, c'est compliqué dans le thriller à employer le mot tome 3. Je dirais plutôt troisième enquête de l'inspecteur Millo. On est donc à Barcelone. Les deux romans préférés, parce que je pense qu'on va me demander. Le tome 1, c'était le bourreau de Gaudi. Et le tome 2, c'était les muselés. Alors, on va immédiatement, je pense, me poser aussi la question, est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu les autres? Oui, vous pouvez le lire. C'est ce qui a été le cas pour moi. Je n'avais jamais lu cet auteur. Or, ce tome 3 est pour moi un coup de cœur. Donc, c'est que c'est faisable. Par contre, attention, ce roman docile vous spoil intégralement le tome 1 et 2. Si vous comptez lire Le bourreau de Gaudi et Les muselés, ne lisez pas Docile avant, parce que Docile vous spoil intégralement le tome 1 et 2, et dans l'enquête en elle-même, et dans la vie personnelle de l'inspecteur Millo et de son équipe. Voilà, ça vraiment, tenez-le-vous pour dit, parce que c'est vraiment ultra spoilant. Après moi, j'avais attaqué ce roman vraiment pas dans l'optique de lire ce tome 1 et 2. Ce qui a changé maintenant, parce que vu que j'ai énormément apprécié la façon d'écrire de l'auteur, je me dis peut-être que dans 1 an ou 2, j'aurai peut-être oublié tout le spoil et que donc je partirai à la découverte du bourreau de Gaudi et des muselés. Bref, pour l'instant, on est avec Docile. J'ai surkiffé cette lecture. Alors, je vous parlais tout à l'heure de thriller. On va être vraiment plus dans du policier. Est-ce que le mot thriller policier peut être employé? Mais vraiment, on va être de A à Z dans une enquête policière, dans le déroulement, voilà, d'une enquête policière. Donc, le roman commence. On va découvrir un charnier, voilà, dans une maison, puisque toute une famille a été assassinée à coups de pierre. En plus, leur mort a été mise en, comment on dit, mise en scène, puisqu'on va les retrouver tous attachés sur la chaise, sur une chaise autour d'une table, mais tous avec le crâne fracassé à coups de pierre. Et seul le bébé de 2 ans qui dormait à l'étage n'a pas été tué. Il a été, voilà, il a été laissé vivant. Mais le père, la mère, la grand-mère, la fille et le fils ont été sauvagement assassinés à coups de pierre. Et donc, on va faire venir donc l'équipe de Millo. Millo qui avait été un petit peu mis en retrait. Alors, je suppose que c'est par rapport à la fin du tome 2. Il s'est passé quelque chose, donc il avait été un petit peu mis en retrait. Mais là, on va faire appel à lui parce que Millo, il a, voilà, il a ce don un peu comme, pas le mentaliste, mais vous savez, ce truc de se mettre à la place du tueur. Voilà, quand il rentre dans la pièce, il imagine ce qui s'est passé, il voit il sent voilà, les odeurs, voilà, il a un énorme talent de déduction, voilà, de sensation, un peu comme un profiler, on va dire, même il n'est pas profiler, hein, mais voilà, tout ce talent-là pour essayer de mettre la main sur celui qui a fait ça. Donc on va le suivre. Et déjà, immédiatement, j'ai
adoré le style de l'auteur qui va réussir au-delà de la stricte enquête. Voilà, attention, je répète, on est tout le temps avec les enquêteurs. C'est pour ça que j'utilise plutôt le mot policier que thriller. On est tout le temps avec les enquêteurs qui vont mener l'enquête. On est avec Milo, on est avec sa coéquipière, je vais plus me rappeler de son nom, coéquipière avec qui, oui, c'est déjà un spoil, bon, avec qui il avait eu une aventure dans les temps précédents, mais maintenant c'est terminé. Les autres flics, voilà, vraiment, on est de A à Z avec cette équipe qui mène l'enquête. Mais au-delà de ça, l'auteur a vraiment réussi à créer une ambiance très anxiogène. C'est pour ça que des fois je dis ça flirte un peu avec le thriller, parce qu'au-delà d'avoir l'enquête policière, il arrive à créer un climat très anxiogène. Ben déjà au-delà de la violence hein, de cette tuerie, il y a aussi en fond comme ça, le roman se passe à Barcelone en 2017. Et si vous vous souvenez, 2017, Barcelone, il y a eu les fameux attentats islamistes, notamment donc ce véhicule qui a foncé dans une rue piétonne où il y avait énormément de monde. C'est une ville très touristique et ça avait été un carnage. Je crois qu'il y avait eu 13 morts. Et c'est en fond comme ça, cette tension qu'il y a dans ce Barcelone-là. Voilà, c'est ultra anxiogène. C'est vraiment, il y a vraiment ce côté noir. Moi, je peux rien y faire quand il y a comme ça ce truc anxiogène et noir. J'adhère à 2000%. C'est formidablement bien écrit. J'ai adoré le personnage de Milo. Attention, on rentre beaucoup dans sa vie perso. C'est là qu'on vous spoil énormément les tomes 1 et 2 parce qu'il y a une enquête dans le tome 2 qu'il n'arrive pas à oublier, donc il y revient, donc il en reparle. Je sors vraiment les gros warnings spoil. Spoil tome 1, tome 2. Et puis, ben voilà, que s'est-il passé ce jour-là? On va les suivre, voilà. Indice par indice, témoignage par témoignage. C'est vraiment, voilà, une enquête policière de A à Z. J'ai adoré ça. J'ai tout aimé dans ce roman. J'ai adoré la conclusion. Voilà, je ne peux que vous le recommander. C'est carré, c'est super bien écrit. On sent vraiment qu'il y a eu un gros boulot d'écriture, peut-être de correction. La traduction, honnêtement, Serge, si tu passes par là, merci Serge, parce que ça a été formidablement bien transcrit. Je pense qu'il a réussi à vraiment retranscrire cette ambiance très anxiogène, parfois malsaine, que l'auteur à la base de la Malza a voulu montrer. C'était sublime, c'est formidablement bien fait. Oui, des fois, j'étais un peu perdue. Voilà, j'étais un peu perdue parce que ça reste plus ou moins un tome 3. Donc ça, voilà, je le reprécise aussi. Mais ça n'empêche pas que c'est un coup de cœur découverte pour cet auteur, un coup de cœur vraiment général aussi pour le thriller policier espagnol, mais qui monte en flèche depuis quelques années. Là, le thriller italien aussi, vraiment le thriller européen, merci. Ça monte en flèche et ça nous propose des choses comme ça très noires, un peu malsaines parfois. Et voilà, j'ai vraiment adoré et je ne peux que vous le recommander. Attention, faut pas non plus s'attendre à des choses ultra surprenantes, hein. On reste sur une simple enquête policière. Ça, je reprécise aussi. Mais c'est superbement bien fait. Ouais, on a l'impression des fois dans un épisode d'Esprit criminel. Voilà, pour vraiment vous poser où vous êtes. Vous êtes dans un épisode d'Esprit criminel. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je ne peux que vous le recommander. Honnêtement, si vous avez l'occasion de d'abord lire Le Bourreau de Gaudi et Les Muselés, moi je vous le conseille. Mais en tout cas, moi là, ça a été un énorme coup de cœur, découverte d'un auteur, un énorme coup de cœur pour l'histoire, pour l'enquête, pour l'écriture qui a permis cette mise en place. Vraiment, j'ai vraiment eu un sentiment pendant tout le long d'une angoisse latente qui était là. Là aussi, j'étais dans une chape très anxiogène, mais que j'ai adoré. Voilà. Alors après, on va pas rentrer dans le débat, hein, pourquoi j'aime bien ces romans quand il y a ce sentiment très anxiogène, très malsain. J'en sais rien. On va pas rentrer dans ma psyché à moi.
Mais en tout cas, là, il a superbement bien fait. J'ai passé un putain de bon moment de lecture. J'allais dire, j'y retournais avec avidité, mais j'y retournais pas parce que j'y suis restée. En plus, voilà, il y a ce système de une semaine avec un jour. On est sur vraiment une semaine d'enquête. Et ouais, j'y retournais pas parce que j'y restais. Voilà, j'y restais tout le temps. Alors je l'ai pas lu d'une traite, mais je l'ai lu en simplement 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois et voilà. Petit coup de cœur, honnêtement, si vous tombez sur ce roman, je rappelle, si vous avez l'occasion plutôt avant de lire le tome 1 et 2, mais ça m'a pas plus gêné. Je rappelle, c'était un coup de cœur, donc c'est que ça m'a pas gêné quelque part. Mais voilà, j'ai adoré et je ne peux que vous le ren ouais, il y a plein de sous-thématiques qui arrivent dans ce roman. Voilà, il y a, la famille de Milo, voilà, son frère et son père qui étaient schizophrènes, waouh, il y a plein de sous-thématiques comme ça qui sortent et gros kiff de lecture, je pense que ça se sent. Énorme kiff, de façon coup de cœur. Voilà, vous savez, quand je dis coup de cœur, allez-y, allez-y. Donc, on en est où? J'ai lu aussi, terminé hier soir, le nouveau roman, voilà, elle a beaucoup postité la dame, le nouveau roman de Jérémy Fell, mais je ne vais pas vous en parler là, puisque je rappelle, l'auteur, demain, vendredi, sera en live avec moi, donc je ferai un petit peu je donnerai mon avis sur ce roman demain, pendant le live, puisque de toute manière, à un moment donné, avec l'auteur, on va en parler en long et en large, donc je me suis dit, bon, autant donner mon avis demain. Et ma lecture actuelle, je suis partie dans complètement autre chose, puisque je suis partie dans un roman post-apocalyptique, enfin futuriste, on va dire, Symphonie atomique du français Étienne Kounge. Et voilà, j'aime bien pour l'instant. Je suis pas très très loin, je suis passe 39, mais j'aime bien pour l'instant. C'est très accessible. Moi, j'ai toujours peur, hein. Voilà, quand on part dans de la SF futuriste comme ça, j'ai toujours peur. Donc voilà, le monde est en train de s'effondrer. Voilà, je vais pas refaire le pitch des 4 grandes nations qui s'affrontent. Et j'ai beaucoup aimé la scène d'intro qui se passe en 50. Voilà, vraiment en 54, dans vraiment le futur, ce qui va se passer. Et voilà, j'ai bien aimé la scène d'intro. Voilà, là, je laisse l'histoire s'installer. Et voilà, il est assez costaud quand même. On est dans du 430 pages. Donc voilà, écoutez, je ne peux que vous dire que vous le verrez dans un prochain bilan lecture. Après, voilà, c'est pas pour faire de la propagande, hein, sur mon compte Insta, mais si vous voulez vraiment avoir mes avis au fil du jour, au fil de mes lectures, il faut aller sur mon Instagram, il est bien ce livre. C'est vraiment là-bas où je suis la plus active. Voilà, en ce moment, je suis très bien là-bas sur Instagram. C'est là-bas où je suis vraiment la plus active. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous parler de ces 6 lectures, si vous les avez lues aussi, si vous les avez autant aimées que moi, pas aimées. Voilà, c'est toujours sympa de débattre sur nos lectures. Donc, je vous rappelle, demain, vendredi 1er octobre, 20h30, le live avec Jérémy Fell. Alors, ce sera pas tout le live avec l'auteur, je pense. On va pas le garder, on va pas le kidnapper pendant 3 heures. Donc, il y aura aussi, comme d'habitude, un participatif avec vos coups de cœur. Sinon, on se retrouve quand? On va se retrouver, je pense, en milieu de semaine prochaine. Voilà, je sais pas du tout pourquoi. Dites-moi alors, Boucol. Alors, je répète, les Boucol, c'est pas des vidéos compliquées à faire, mais je sais pas si c'est vraiment pertinent de vous remontrer les livres. Bon, je sais pas. Dites-moi. Sinon, est-ce que je vous souhaite déjà un bon week-end? On est que jeudi. Ça fait un peu limite. Mais en tout cas, je vous souhaite à vous aussi d'excellentes lectures. Vraiment, je vous souhaite vraiment, si vous pouvez, d'avoir d'excellentes tranches de lecture, voilà, comme j'ai en ce moment. Hier, j'ai quand même lu 9 heures. Voilà, voilà, pour vous dire à peu près où j'en suis en ce moment dans mes lectures. Hier, j'ai lu aussi en apnée, voilà, 9 heures, j'ai lu celui-là et j'ai commencé celui-ci. Donc voilà, voilà, en ce moment, je suis dans ce trip où je bouffe du livre. Et pour mon plus grand bonheur, j'espère pour votre plus grand bonheur à vous, parce que forcément, vous aurez plus d'avis lecture.
Bref, je vais arrêter de papoter. Je vous souhaite un excellent jeudi. Bah allez, je vous souhaite déjà quand même un bon week-end et surtout donc, je vous souhaite d'excellentes lectures. À demain si vous passez sur le live. Sinon, à la semaine prochaine. Surtout, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.